Yeah, thank you very much. This is Hasum Sise. Good afternoon to all my colleagues, and thank you very much for inviting me. Thank you very much for inviting me to this very, very important event. I would have loved to be there myself in person, but due to some circumstances, I have not been able to make it. My paper is "This incident is not without interest to us, Echoes of Charai Massacre 1944 in the Gambia National Archives." What I have done, yes. Hello? Yes. Okay, 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 thank you. Hello? Hello? Aló, aló, aló. Hello? Hello? Aló. Et le premier historien de Gambie. Deuxièmement, notre deuxième intervenant. Hello? Hello? Can I start? Gilles est aussi l'ancien éditeur en chef de la revue de la Ligue des droits de l'homme. Alors, notre premier intervenant, c'est donc Hassoum Sissé. Et Hassoum, je vous laisse la parole. Merci, Professor. Good afternoon. I'm Hasum Sise here.
University, International Open University, the Gambia, and Gambia National Museum in Banjul. I want to start by saying that I thank the organizers for inviting me. I should have been there, but because of flight connection issues, I was not able to join you, but I have been following the session since in the morning. Now, what I want to say is that the Gambia Archives has a lot of material on the Charoy 1944 massacre, a lot of material. Because from the 2nd of December 1944 until the 18th of December 1944, the British consulate in Dakar was sending a lot of reports about the massacre to the governor in Banjul, that's in Batos, the Gambia. Okay? And before me here, I have this piece of paper from the archives. It says, I measure in view of the 12,000 African troops who are to be repatriated from France in the near future. So this was a deliberate massacre to send a lesson and tell the other African troops who were coming, don't protest, don't complain, don't ask for your rights. If you do so, this is what will happen to you. So I just wanted to make that very clear. This was calculated. It was designed to set an example so that it will not happen again. The other African troops will not come again. So I will go to the slides through quickly. Like I said, there's a lot of material here, and I want to invite the technical scientific committee to visit me here in the Gambia so that I can introduce them to these materials on the Charoy 1944 massacre. We have newspaper accounts, we have correspondence between the RAF Governor General in Dakar and the British governor in Banjul, Batos, about the incident. And there are other official correspondence between the 1st of December to the 18th of December, explaining the massacre. So there is a lot of material in our archives on that, and really, you have to know that, Dakar is just 300 kilometers, from Banjul. So the Charoy massacre was quite news here. It was not a secret. News traveled very fast. So it was quite an event here. It was well publicized, and that is an example of a telegram. Okay, from the archives. That telegram was dated. It was sent, from the British consulate in Dakar to the governor in Batos, dated 2nd of December, about the massacre. It says 1,300 African troops repatriated from France who arrived by SS Sakasia, November 21st, have been given trouble. So you can see in the correspondence, the victims have been blamed. Okay, they said the massacre happened because the tirailleurs were giving trouble. That's the word they use in the telegram. So already, British were sort of riding on the narrative of the French that the tirailleurs Africans were the tirailleurs Senegalese were troublemakers. Okay, a good example of the victim being blamed. Okay, I also have another interesting slide from the archive, which has to do with the massacre itself. The first letter arrived from Dakar to Banjul on 2nd December at 13:30 hours, and is titled "Mutiny of Demobilized Demobilized French Prisoners of War at Dakar." Yeah, that was the title of the telegram. Okay, so the key word is mutiny. Okay, mutiny, demobilized French prisoners of war. Now, I like the word French because the tirailleurs Senegalese were been given French
appellation, French, name. The writer of this telegram from Dakar did not say demobilize tirailleurs Senegalese, but he said demobilize French prisoner of war at Dakar. Okay, so I found that very interesting. That's another example in the file. Okay, another telegram. Okay, and we have a lot of information. According to the British, 1,300 troops were involved, and the first casualty figure was 22. Of course, we know this figure is not correct. This figure is not correct. But the first letter, they said 22. And look at this sentence. They are still blaming the tirailleurs Senegalese. They managed to smuggle arms ashore and had large sums of money in their possession. This is really, really, unbelievable. Yeah. So here also the British consul is, taking the French narrative that the tirailleurs Senegalese were armed. They had managed to smuggle arms from the ship to the transition camp at Charo, and that they had large sums of money. I said to myself, how can a former prisoner of war under Germany have large sums of money in their pockets? Because when they killed them, they searched their bodies and they found money, according to the French, and this line was repeated in the telegrams to Banjul, to the Gambia. I find that also very, very interesting. And look at this. Matters appear to have come to a head yesterday when they refused to hand over their arms and local troops had to fire on them. So indeed, the firing took place, okay? Yes, the massacre took place, okay? And why did they massacre them? Because they said, the tirailleurs Senegalese were armed and they had lots of money in their pocket, okay? Here, I think also is a very, very important point to discuss, because the way I see it is the victim being blamed, okay? And the Americans taking photographs. Now listen to this. I saw a telegram saying that the American soldiers and the American intelligence in Dakar took a lot of photos of the massacre. Okay? So where are these photos? So that is an assignment, a homework, like you call it in French, like a devoir for the scientific committee to look out for these photos. Maybe they are hiding somewhere in the State Department or Pentagon archives in Washington. Now, finally, I want to say that as far as the documents in the Gambia are concerned about the Charo massacre, the British were interested because they were afraid that a similar incident can happen when the Gambian soldiers, because 2,000 Gambians were sent to Burma to fight. Okay, so they were afraid that what happened in Charo can also happen to them. So they had to prepare themselves. Okay, they had to prepare themselves very, very well. Now, another thing I found very, very, disgusting, very, very disturbing from the Banjul archives is that, the telegrams were describing the tirailleurs Senegalese as dirty. Look at this. Dirty habits aboard the ship. Can you imagine? The tirailleurs Senegalese we have been called. This is just like stereotyping. The tirailleurs Senegalese, that when they were leaving the ship, it was left in a very, very dirty condition. And also the tirailleurs Senegalese were accused of raping and molesting French women in Dakar between their arrival on November 21st and November 30. I see a lot of correspondence on that, blaming the tirailleurs Senegalese of molesting French women in Dakar. Okay, again, the narrative is blame them, blame the Africans. And finally, the tirailleurs Senegalese in the Gambian documents are portrayed as
hired fifth column, that because they were prisoners of war in Germany, the Germans must have paid them and told them, go to Dakar and cause problem. Okay? Yeah. Sort of as a provocateur or fifth column. Okay? I also find, those echoes, I find this kind of statements in the correspondence from Dakar to Banjul. All this was to justify the massacre, that they were raping French women, that they were dirty, that they were troublemakers, and that, the Nazi who imprisoned them, gave them money so as to come and cause trouble in Dakar. So this is just a brief introduction I have about the how the Charoy 44 massacre is portrayed in the archival documents in the Gambia National Archives. I want to invite the scientific committee led by Professor Diouf to pay us a visit so that we can introduce these documents to them. I want to thank everybody, to Professor Bah, University of Dakar for all the effort, and to Celine for all your very good effort to put me on the flight, but it did not work. And of course, to my friend, Professor Basin, I want to thank you all. That is the end of my presentation. Thank you. Thank you, Professor Cissé. Merci au professeur Cissé. Nous passons donc à notre deuxième intervenant maintenant, qui est Mahamadou Mustafa Sow, et qui va intervenir. Vous avez 15 minutes, chers collègues. Bon, en attendant, je voudrais saluer tout le monde. Hassoum, vous pouvez arrêter votre partage, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je voudrais saluer tout le monde, notamment mes professeurs ici présents et surtout mes étudiants aussi qui sont là et l'ensemble des participants. Je vais vous entretenir sur un sujet portant sur ce que j'appelle ici un second Charoy. Depuis hier jusqu'à ce matin, on a beaucoup parlé de la France. J'allais dire, c'est surtout agi du procès de la France. Et je pense que ma communication essaie un peu de voir comment, après justement l'indépendance, comment nous avons essayé de prendre en charge un certain nombre de questions dans le cadre de la construction de l'État-nation sénégalais. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon texte « Un second Charoy, les élections présidentielles et législatives du 1er décembre 1963 au Sénégal ». Cette communication s'inscrit dans le cadre d'un travail de recherche qui essaie de revisiter les trous de l'histoire politique du Sénégal. Parce que jusque-là, on peut considérer que l'histoire institutionnelle du Sénégal est suffisamment connue, mais quand même, il y a des zones d'ombre qui ne sont pas véritablement abordées pour plusieurs raisons.
Et c'est pour cette raison que, pour le cas ici, je m'intéresse à cette première élection présidentielle et législative du 1er décembre 1963. Donc, vous verrez que la similitude déjà avec Thiaroye du point de vue du temps, 1er décembre 1963, ça faisait déjà, nous sommes à 19 ans après Thiaroye 44. Pour faire cette étude, je me suis appuyé surtout sur un certain nombre de sources. J'ai eu la chance d'avoir des archives qui ne sont pas encore exploitées parce que l'étude de la période coloniale, post-coloniale du moins, pose véritablement un problème d'ordre, un enjeu historiographique en raison des sources qui ne sont pas disponibles. Tout comme Thiaroye, il y a des problèmes, mais c'est surtout pour la période post-coloniale, c'est encore plus aigu. J'ai eu l'opportunité d'avoir les premières archives. Ici, c'est le livre blanc que le gouvernement sénégalais de l'époque a réalisé. Il y a aussi des sources de Dakar Matin, Le Monde, l'Humanité et des archives de presse de façon générale, mais également, je ne l'ai pas mentionné, les archives diplomatiques. Et c'est essentiellement les archives diplomatiques conservées à la Courneuve et à Nantes que j'ai exploitées ici. Bizarrement, au Sénégal, on ne peut pas avoir des archives pour cette période. Voilà, pour plusieurs raisons. Ensuite, ce scrutin, il y avait d'abord l'enjeu, c'est quoi? C'est que le président Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia ont pris en charge le destin de ce pays à partir de 1960. Et 2 ans après, il y a une crise politique qui les oppose et qui se solde par l'emprisonnement de Mamadou Dia, le président du Conseil. Et à partir de mars 1963, on organise un référendum qui consacre la naissance de ce qu'on appelle le présidentialisme senghorien. Le régime présidentiel s'installe et le 1er décembre 1963, il fallait organiser ces élections. Donc l'un des premiers enjeux, c'était d'abord le leadership du président Léopold Sédar Senghor qui était en jeu, par rapport à ces élections-là. Et là, vous voyez déjà les affiches de campagne sur lesquelles je pourrais revenir. Alors, mais cette élection était importante aussi parce qu'il fallait renouveler l'Assemblée nationale. Et déjà, après tout ce qu'il y a eu en 1962, il y avait des jeunes du parti, de l'UPS même, comme des partis de l'opposition qui commençaient à s'affirmer et qui revendiquaient véritablement un renouvellement de la classe politique. Donc, ce qui fait que, aussi bien dans l'UPS que dans les partis d'opposition, il y avait des tensions, une forme de recomposition interne. Vous voyez, je rappelle que pour les partis d'opposition, nous avions ici le PRA Sénégal et le BMS, le Bloc des masses sénégalaises. Vous voyez, de Cheikh Anta Diop et de Samba Diop. Donc, ce sont ces 2 partis. Tout en rappelant que le PAI, le Parti africain de l'indépendance, a déjà été dissous dès juillet 1960. Donc, vous voyez que surtout pour le PRA Sénégal, qui allait être la tête de liste, qui allait conduire la liste, puisque ce qui se passe, c'est que dès octobre 1963, le Bloc des masses sénégalaises est aussi interdit. Ouais. Créé en 1961, en octobre 1963, le Bloc des masses sénégalaises est interdit, donc il ne reste qu'un seul parti, le PRA Sénégal. Or, le PRA Sénégal, pour lui, l'enjeu est important, puisque le PRA Sénégal n'a pas participé au référendum de 1963 qu'il a boycotté. Ouais, parce qu'au sein du PRA aussi, il y avait d'énormes difficultés, il y avait une scission, notamment avec la scission conduite, la tendance de l'avocat Malik John, qui avait créé une tendance qui n'avait pas, ce qui fait que Abdoulaye Ly avait décidé de ne pas participer, en tout cas, au référendum. Alors, donc, vous voyez que c'est ça un peu les enjeux. C'est une première élection au suffrage universel direct qui est maintenant
qui est organisée. Et pendant la campagne électorale, on sent un discours violent de part et d'autre, un discours offensif du président Léopold Sédar Senghor, comme vous le notez ici, une certaine opposition toujours, qui dit, une certaine opposition avant même que ne s'ouvre la campagne électorale, a commencé de s'agiter pour faire de la subversion. Je dois dire très sincèrement que toute tentative de subversion sera immédiatement et fermement réprimée. Le plus grave est qu'une certaine opposition, pour arriver à prendre le pouvoir et aller frapper à la porte de l'étranger, elle a tendu la main et a reçu de l'argent. Donc, vous voyez que ça, c'est un discours vraiment offensif. Et ceux qui ont étudié mai 68, déjà je vois Pascal ici, vous voyez que c'est les mêmes arguments quasiment qui vont revenir en mai 68. C'est une opposition téléguidée, une opposition manipulée. Et voilà la réponse de Abdoulaye Ly qui dirige la liste de l'opposition qui est essentiellement constituée, j'allais dire, par tous les opposants à Senghor. Quand je parle de tous les opposants à Senghor, ce n'est pas le PRA seulement, mais ce sont les vaincus de décembre 1963, les partisans de Mamadou Dia. C'est également le PAI clandestin qui est là, mais c'est également le parti de la solidarité sénégalaise de Cheikh Tidiane Sy, vous voyez, qui sont tous, qui s'organisent dans le cadre d'une liste unique ici. Et voilà la sortie du PRA Sénégal. Là, pour répondre à Senghor, la Constitution permet-elle au président de la République de calomnier ses concitoyens? Alors, cette campagne aussi, il y a une interférence religieuse. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Cheikh Tidiane Sy va jouer un rôle très important. Déjà, au moment où, en septembre 1963, il avait été arrêté par le président Senghor, parce que justement, il avait appelé ses militants après la prière du vendredi, en tout cas à un appel qui était considéré comme étant une invite pour aller déloger Senghor au palais présidentiel. C'était véritablement le leader de l'opposition ici, et moins le chef religieux qu'on peut voir. Voilà ce qu'il dit de ce discours qui résonne pour nous aussi. Ça, c'est pas en fait son discours. Lui, il était déjà en prison, mais c'est un de ses militants qui avait lancé cet appel-là, qui a dit que Cheikh Tidiane, qui était parti voir Cheikh Tidiane Sy en prison et qui lui a demandé quel est ton mot d'ordre par rapport aux élections à venir. Et Cheikh Tidiane Sy, d'après ce dernier, va dire, il a donné l'ordre à tous les membres de Daïra, hommes et femmes, de voter le 1er décembre en masse pour la liste patronnée par le PRA Sénégal. Il ne veut ni entendre ni voir un membre de Daïra voter pour le parti UPS. Léopold Sédar Senghor veut, après les élections, faire construire une église à côté de la grande mosquée de Tivaouane et transférer l'abbé de Thiès à Tivaouane. C'était dans l'appel au président de Daïra Tidjane, etc. Donc, vous voyez un peu le contexte politique de part et d'autre, ce qui se dégage. C'est une campagne qui va être vraiment une campagne, j'allais dire, violente. Donc, ce qui fait que le 1er décembre, pendant le jour des élections, déjà Abdoulaye Ly, qui dirigeait la liste, sera en prison. Vous voyez que quasiment ce n'est pas la première fois au Sénégal. Lui, c'est à la veille de cette élection qu'il va être emprisonné et la campagne se fera par lui. Au bout du compte, pendant la campagne, à l'issue de la campagne, nous avions déjà, on peut totaliser 4 morts pendant la campagne, dont 2 à Vélingara, 1 dans le Matin et un autre à Thiès. Ça, c'est bien avant les élections. Oui. Alors, et le jour de l'élection aussi, c'est à ce moment qu'il y aura véritablement les violences que nous allons connaître. Cette élection va se dérouler le 1er décembre au matin. On va voir que dans certains bureaux de vote, il y avait la liste du PRA
démocratie, unité sénégalaise, c'était ça l'union, n'était pas représentée. Vous voyez, il y aura des bulletins de vote qui ne sont pas suffisamment éparpillés. L'organisation faisait vraiment défaut. Tout laissait croire que véritablement, c'est fait quelque part pour saboter. Il n'empêche, Senghor sort avec 85% de ça et 100% des suffrages exprimés. Alors, mais ce qui va retenir surtout les gens, c'est la violence qu'il y a eu ce jour-là et qui rappelle d'une part Tcharoy. Oui. Parce que cette fois-ci, nous sommes entre nous-mêmes, entre nous, Sénégalais. Officiellement, c'est un bilan de 17 morts que nous avons pu indiquer dans le livre, que nous avons pu noter dans le livre blanc, dont 2 policiers et des Guinéens. Ouais. Ça vous dit pourquoi Senghor disait qu'il y avait des étrangers. 113 blessés graves, dont 3 agents des forces de l'ordre et plus d'une centaine d'arrestations. Alors, et le lendemain, c'est quelques semaines après, le parti va élaborer ce livre blanc et le bilan est controversé, comme Tcharoy l'a été. Le bilan est controversé. Certains vont parler d'une quarantaine de morts, d'autres vont vous dire que c'est 17 morts, etc. Et nous, dans le cadre de notre travail, puisque j'ai mis un de mes étudiants sur ce sujet qui a fait le travail. 2 minutes, s'il vous plaît. Et 2 qui a minutes pour fait ça. conclure. Et je voulais au moins vous laisser. La vidéo ne marche pas. Le son. Il n'y a pas de son. Le son n'est pas connecté à l'heure. Ça marche. Bon. De toute façon, c'est le reportage que nous avons eu de Dina qui est partagé aujourd'hui, qui est largement partagé. Et vous voyez ici, nous avons le numéro L'Humanité. Le pouvoir s'est organisé pour acheter tous les numéros de l'INA et tous les numéros du journal L'Humanité qui étaient proches de l'opposition. Voilà. Donc là, je voulais juste vous montrer une archive importante, puisque ce qu'on a dans les archives, les rapports officiels, pardon, voilà, les rapports officiels, ça c'est un brouillon. Et on voit qu'il y a des éléments ici qui ne sont pas dans le document officiel qui sont publiés et qui permettent de voir toute la différence entre les bonnes informations, certaines informations qui sont cachées et ceux qui sont celles qui sont mises à la disposition du public. Voilà. Donc là, c'est juste vous montrer un peu comment les précurseurs de la violence postcoloniale, vous voyez, c'est les leçons aussi qu'on peut s'en tirer, que ce qui s'est passé à Tcharoy, c'est aussi passé dans le cadre de la postcolonie. Donc, il est important de revisiter Tcharoy, mais il est important de revisiter aussi ce qui s'est passé après. Voilà. Et ça, je voulais vraiment insister sur ça. Et quand je dis Tcharoy, décembre 63, mais c'est aussi en 66-67. C'est les événements aussi de 70-71. C'est le cas de Blondin que Florent est en train de revisiter. Mais sur tous ces épisodes-là, le constat est réel, c'est qu'il n'y a pas encore d'études faites par les historiens en raison de la disponibilité ou de l'accessibilité des archives. Donc voilà brièvement ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.
Et je vais donc tout de suite passer la parole à notre troisième intervenant, Gilles Manceron. Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Merci aux autorités de l'Université Cheikh Anta Diop de m'avoir invité à ce colloque qui s'avère passionnant. Merci aux collègues présents, sénégalais ou d'autres pays. Et merci, peut-être même surtout, aux étudiants et aux étudiantes qui sont venus, qui sont présents eux aussi. D'autant plus que, je vais vous l'expliquer, mon propos va porter sur le moment Tiaroy, c'est-à-dire 1944 et plus largement le lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale dans la politique française, ce moment-là est dans le monde et aujourd'hui, le moment actuel, 2024, sortant un petit peu de mon rôle d'historien, si je puis dire, pour entrer dans le rôle de politiste et d'observateur et de citoyen du monde, dans le monde que nous vivons tous ensemble dans les différents pays où nous sommes. Donc, merci à eux d'être là et c'est eux qui vont faire justement le présent et l'avenir. Parce que moi, j'ai quasiment l'âge de ce massacre de Tiaroy et j'étais étudiant à la fin des guerres coloniales françaises, la guerre d'Algérie surtout, et puis ça coïncidait avec l'indépendance aussi des pays d'Afrique. Et à ce moment-là, anecdote, vous venez de le nommer à propos des événements du Sénégal sous Senghor dans les années 60 et 70. J'étais un ami, un lycéen comme lui, en classe préparatoire d'école normale, supérieure, de Omar Diop Blondin. Alors vous voyez l'écart de génération entre mon âge, où là je parle comme un vieil historien, et vous, les jeunes, qui êtes dans la salle. Voilà. Et donc, alors, le moment Tiaroy, si je puis dire, le moment lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale, capitulation de l'Allemagne, quasiment défaite de l'Allemagne, en tout cas, même si elle n'a pas encore capitulé en décembre 1944, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que en France et dans les forces politiques qui vont prendre le pouvoir dans la France libérée, c'est-à-dire ce qu'on appelait la France libre, celle qui, à Londres, autour du général de Gaulle, s'était rassemblée et qui avait, en 1943, pris pied au Maghreb, au Maroc et en Algérie, puis en Tunisie. Donc, dans la France libre, comme dans la résistance intérieure française, les maquis qui combattaient l'Allemagne, qui combattaient l'occupation allemande, et qui avaient des forces politiques organisées, des réseaux, etc., qui étaient rassemblés dans un comité français de libération nationale qui s'est installé à Alger justement en 1943 et qui discutait de différentes questions politiques. Et parmi celles-ci, il y avait l'avenir de l'empire colonial. Cet empire colonial qui était une création des monarchies d'avant même la Révolution française, parce qu'on peut dire que les possessions liées à l'esclavage étaient une certaine première étape de cet empire colonial, et elles se sont libérées, pour certaines, pas toutes, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, à l'occasion de la Révolution française, qui a proclamé les droits de l'homme, donc la fin de l'esclavage. C'est pas venu tout de suite, mais c'est venu quand même. Un décret d'abolition. Et dans ces conditions-là, il a fallu repartir pour faire des colonies. Et ça a été le boulot, si je puis dire, de Napoléon Ier, avec la guerre qu'il a faite à Haïti,
ça s'appelait pas encore comme ça, c'était Saint-Domingue, hein, la principale colonie française. Son corps expéditionnaire a été vaincu. Hein, 1803, bataille de Vertières. C'était une première guerre coloniale. Mais il s'est pas arrêté là. Le Napoléon, soi-disant grand homme de notre histoire française. Et il a regardé où est-ce qu'il pouvait aller. Alors, il a cherché du côté de l'Égypte, du Proche-Orient, et puis il a fait élaborer des plans sur la conquête du Maghreb et la pénétration en Afrique. Bon, ça s'est fait plus tard. Pour le Maghreb, ça s'est fait en 1830, à l'initiative d'un roi, Charles X, et ça a été continué par des monarchies, Louis-Philippe, Napoléon III, etc. Mais au Sénégal, c'est surtout dans les années 1850, on a donné plusieurs fois la date de 1857, la création des tirailleurs, hein, et c'est donc sous le Second Empire en France, celui de Napoléon III, que la colonisation s'est développée en Afrique subsaharienne progressivement. Alors, ce moment, est-ce que la France libérée en 1944, je reviens au moment Tiaroy, au lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que la France libérée va renoncer à son empire, va dire c'est pas républicain, ça correspond pas à la devise liberté, égalité, fraternité et au principe de la Révolution française et de sa Déclaration des droits de l'homme. Est-ce qu'elle va dire ça ou est-ce qu'elle va dire on recommence, on reprend possession de toutes les colonies qui nous avaient parfois un peu échappé, on accuse les Anglais de vouloir s'en emparer parce que c'est le grand argument, c'est la rivalité franco-britannique. Et si on s'en va, c'est les Anglais qui vont se mettre à notre place. Bon. Et donc, il y a deux points de vue au sein de la France libre et même de la résistance intérieure de ce qui va devenir l'Assemblée de la France libérée, l'Assemblée provisoire. Donc, il y a des débats et il y a un courant majoritaire principal qui vise à reconstituer l'Empire. Parce que c'est grâce à l'Empire, disent les gaullistes, pour l'essentiel, que nous avons pu battre l'Allemagne. La France libérée grâce à son empire colonial, parce que, par exemple, au Tchad, le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, a pris le parti de la France libre contre la France de Vichy, celle qui était soumise à l'Allemagne, et a apporté des forces aux forces françaises libres. Donc, il y a une majorité qui dit il faut reconstituer l'Empire, le faire évoluer un peu, le démocratiser, renoncer à des méthodes trop brutales, la chicotte, en gros, c'est terminé, mais on va quand même faire, on l'appellera autrement, on appellera ça l'Union française, mais ça sera en gros la continuation de l'Empire colonial. C'est la majorité des gens, y compris qui proviennent de la France libre à Londres ou de la résistance intérieure en France. Et puis, il y a des minoritaires. Et je voudrais insister sur quelques exemples de minoritaires. Parce que un pays, on a tendance à dire, hein, et dans les débats, ça revient, la France ceci, la France ceci, la France... Bon, mais la France, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un peuple, un ensemble de personnes qui y vivent, qui ont l'information, et notamment sur ce monde colonial très lointain, que leur déverse l'école, les médias et les discours officiels. Donc, il y a la population, il y a les gouvernants, les partis qui participent à différentes coalitions et qui sont eux-mêmes divisés. Donc, il faut se méfier de considérer comme un bloc un pays dans son entier. Donc, la question se posait, d'autant que le monde bougeait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
le principe d'affirmer une déclaration universelle des droits de l'homme était né à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les alliés, il y a eu la charte de l'Atlantique, par exemple, entre les Britanniques et les Américains et les États-Unis d'Amérique. Et puis ensuite, il y a eu la conférence de San Francisco qui a élaboré les bases des Nations Unies. Et ça va aboutir à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme que tous les hommes, quel que soit leur pays, leur nation, etc., et il était prévu qu'elle soit affichée dans les colonies, la DUDH, la Déclaration universelle, ont les mêmes droits. Bon, ça met en péril, et ça remet en cause plutôt, le système colonial et l'injustice et l'inégalité du système colonial, le système des Nations Unies. Et alors la France, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Et en gros, la France va majoritairement tenter de reconstituer, de prolonger l'empire colonial ancien en le faisant un peu évoluer à la marge, hein, je pourrais dire. Mais elle n'est pas unanime. Et je voudrais citer rapidement, j'espère que je ne vais pas être trop long, vous me ferez signe, je voudrais citer 3 personnalités, par exemple, qui ont joué un rôle à l'intérieur de la France libre pour dire nous avons combattu pour notre indépendance nationale. Ces gens-là qui habitent en Afrique, par exemple, ou au Vietnam, en Indochine ou ailleurs, ils ont autant le droit que nous de se battre et de demander leur indépendance à eux. Et il y a quelques personnes au sein de la France libre qui le demandent. Je donnerai très rapidement l'exemple d'une philosophe qui s'appelait Simone Veil. Veil avec un W, c'est pas la ministre qui, il y a 50 ans, a introduit la légalisation de l'avortement en France. Bon, ministre de la Santé. Simone Veil, homonyme, mais ça ne s'écrit pas pareil. Donc cette Simone Veil qui était philosophe, elle est d'une œuvre philosophique très complexe parce que elle est difficile à classer. Elle est d'une famille juive, non croyante, non pratiquante, qui et elle-même a évolué vers le christianisme. Bon, et elle peut être considérée comme une philosophe mystique chrétienne, mais elle n'a jamais été baptisée à l'Église catholique. Bon, elle est très à part. Et à un moment, elle était, au moment du Front populaire, travaillait en usine, et elle était quasiment du côté des communistes, si je puis dire, l'aide à l'Espagne républicaine, etc. Bon, donc elle est atypique. Mais elle dit en 1943, à Londres, parce qu'elle passe en 1942 en Angleterre pour rejoindre De Gaulle, elle dit il faut reconnaître l'indépendance des colonies. C'est pas républicain l'empire colonial. Ça n'a rien à voir avec l'égalité, liberté et la fraternité. Bon, alors c'est un point de vue minoritaire. On lui dit oui, c'est une philosophe, elle rêve, et les politiques pragmatiques disent on y va, on reprend possession de tout ce territoire. Voilà, un exemple, Simone Veil. Un autre exemple, André Philippe. Bon, c'est un nom qu'on connaît plus maintenant, qu'on a oublié. C'est un socialiste de famille protestante. Je cite les religions parce que les engagements moraux et les engagements philosophiques ont peut-être parfois, dans certaines périodes, autant d'importance que les engagements politiques, purement politiques, par rapport au camp qui se dessine. Voilà. Alors, André Philippe, famille protestante, et il dit aussi, alors il était très pacifiste, il fait la guerre de 14, il est né en 1902, il est très jeune, il fait la guerre de 14, comme les tirailleurs qui ont parfois été envoyés là-bas. Eh bien, il est résolument pacifiste après. Pendant ce qu'on a appelé l'entre-deux-guerres, année 1920-1930, il dit la paix, la paix, la paix. La paix, même avec Hitler, on aurait lui expliqué que c'est pas bien la guerre. Et deux minutes pour conclure, s'il vous plaît. Alors, ça va être. Je vais accélérer. Alors, je voulais citer André Philippe. Je ne vais pas plus loin. Je voulais citer un autre, Pierre Viennot, mais je n'en dis rien. S'il y a un texte écrit, je l'expliquerai.
c'est aussi quelqu'un de très intéressant, mais minoritaire. Et alors maintenant, maintenant le débat, un débat, et ce sera ma conclusion, 2024, un débat existe en France autour de l'idée coloniale, qui pendant 60 ans a perduré, a continué à imprégner les esprits, si je puis dire, d'un certain nombre de concitoyens, parce que les gouvernants successifs n'ont pas fait le job. Ils n'ont pas fait le boulot d'expliquer que ce n'était pas républicain, que ce n'était pas normal qu'on ait eu des colonies. Et dans ces conditions-là, la pensée pro-coloniale est encore très forte en France, et elle s'exprime notamment, ça a été dit, par un parti politique, le Rassemblement national, ex-Front national, qui s'en nourrit de ces idées-là. Bon, mais c'est pas, ils n'ont quand même pas réussi à prendre le gouvernement en juin dernier en France. Donc il y a un débat en France en 2024. Et le président de la République, je terminerai, je conclurai là-dessus, le président de la République actuel, Emmanuel Macron, en 2017, avant d'être élu de son premier mandat, il a dit « Le colonialisme est un crime contre l'humanité ». Il était à une radio algérienne, Chourouk, et il a répondu ça aux journalistes qui lui demandaient son avis sur la colonisation. Un crime contre l'humanité. Il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Mais après, hop, rétropédalage. Et maintenant, il se tourne depuis notamment quelques années vers la droite, voire l'extrême droite. Petite incursion dans l'actualité, on ne sait pas si notre actuel chef du gouvernement français va rester parce que peut-être que le RN va arrêter de le soutenir. Bon, donc Macron s'est tourné vers la droite et il avance très doucement sur le dossier du passé colonial de la France. Il a fait quelques gestes. Sa reconnaissance de Tiaroy écrite au président sénégalais n'est pas négligeable, mais on attend le résultat. Les archives, est-ce qu'on va vraiment pouvoir y accéder? Est-ce que vous allez pouvoir y accéder totalement? Donc, vaste question. Alors, je terminerai pour de bon en disant que le discours du président de la République sénégalaise hier à Tiaroy était remarquable et il s'est achevé par une affirmation que c'était au Sénégal sur la question de Tiaroy de reprendre la main et de questionner la France et de faire les investigations, les fouilles et tout ce qu'il faut. Et il a aussi fait un appel aux historiens d'autres pays, dont les Français, pour être présents dans cet effort, pour aider à cet effort du Sénégal. Et en ce qui me concerne, comme d'autres collègues historiens français, nous répondons présents. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions, je vais juste résumer brièvement en 2 minutes ce qu'a dit Assoum Cissé. Alors, son intervention portait sur les échos de Tiaroy dans les archives gambiennes. Et il paraît que le consul britannique à Dakar envoyait des rapports réguliers à Londres, et y compris pendant la période de Tiaroy. Donc, il y avait des rapports pratiquement journaliers qu'il envoyait à Londres sur Tiaroy. Et ce qui ressort de ces archives, c'est que suivant les rapports qui ont été envoyés à Londres, Tiaroy était planifié et l'objectif de Tiaroy était de donner un exemple, de donner une sorte d'avertissement aux tirailleurs qui revenaient en France qu'on ne tolérerait pas un comportement inacceptable, et les autorités françaises insistaient pour que ce soit appelé une mutinerie. Il dit aussi que
les autorités françaises étaient étonnées par le fait que beaucoup de tirailleurs avaient beaucoup d'argent sur eux et ils se demandaient comment ils avaient tout cet argent. Autre chose, les autorités coloniales françaises ont eu pour politique de tenir pour responsables les victimes, c'est-à-dire les tirailleurs. Par exemple, ils les accusaient, les tirailleurs, de maltraiter des femmes blanches à Dakar entre le 22 et 30 novembre 1944. Et puis finalement, et ceci est pour moi un point très intéressant, apparemment, les autorités militaires américaines prenaient des photos de Tiaroy, de ce qui s'est passé. Et il a terminé sa communication en demandant où sont ces photos. Bon, alors voilà, très vite résumé la communication du professeur Cissé. Nous allons maintenant passer aux questions. Je vais vous demander, parce qu'on est très en retard par rapport à l'horaire prévu, je vais vous demander de poser vos questions très brièvement. Je vais les regrouper, je vais prendre peut-être 3 ou 4 questions pour commencer. Et puis, si nous avons le temps, on passera à un deuxième round de questions. Mais donc, si vous voulez bien poser une question, posez-le brièvement, s'il vous plaît. Alors, oui, devant, là. Bonsoir, je vous remercie. Je remercie les panélistes. Je suis historien du département d'histoire. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire moderne et contemporaine, mais je suis égyptologue. Donc, je m'intéresse à l'histoire africaine. Je voudrais d'abord féliciter mon collègue. Je pense que dans votre communication, vous avez essayé de nous dire que Thiaroye, c'est le prolongement de ce qui s'est passé en 1963. Moi, je crois qu'il serait plus intéressant d'étudier l'histoire de la violence, notamment la violence coloniale et la violence pendant les élections. La violence coloniale, elle est raciste. Il s'agit de la France qui a pris délibérément la décision de massacrer des populations noires qu'il considère comme des sous-hommes. Ça n'a rien à voir avec la violence coloniale. Parce que Senghor ne pouvait pas prendre un Abdoulaye Ly, ne pouvait pas être raciste vis-à-vis d'Abdoulaye Ly. De ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. La violence coloniale, elle est raciste, mais la violence pendant les élections, on ne peut pas comparer ces deux types de violence. Maintenant, les questions d'iconographie que j'ai vues, par exemple le cas de Cheikh Tidiane, je vois des éléments de propagande. Dans ces éléments de propagande, je vois le 5e calife des Tidjanes. Je ne le pense pas. En fait, il faut revisiter l'iconographie qui nous présente Cheikh Tidiane Sy comme le 5e calife des Tidjanes. C'est ce qu'ils ont écrit. Je pense que cette iconographie est une iconographie qui véhicule, qui manipule, qui essaie de manipuler en fait les consciences, notamment les consciences des masses sénégalaises. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Une deuxième question là-bas. Bon, alors, bonjour, ça va. Moi, je m'appelle Soguida, je suis venu pour poser encore 2 questions à M. quand même l'historien. Il a parlé des forces françaises libres et la résistance intérieure de la France. C'est qu'aussi, est-ce que cette résistance intérieure de la France, ils avaient les armes ou ils faisaient le combat intérieurement entre Français ou Français? Je ne sais pas. Je sais que les forces françaises libres étaient mobilisées pour faire les débarquements, quoi. Surtout les débarquements de Toulon et des Alpes-Maritimes et à Bandol. Voilà.
Donc, l'autre question, c'est juste revenir sur les massacres. Moi, je crois que après Tcharo, il y a eu des massacres aussi. Hein? Parce que lorsque les tirailleurs quittaient en France pour revenir ici, au Sénégal, il y a beaucoup de vieux qu'on a jeté leurs papiers dans l'eau. Ils ont perdu leur casier, leur livret militaire. Ils sont revenus jusqu'à leur mort. Ils n'ont pas été identifiés par le fichier même de ceux qui étaient au front. Et pourtant, ils ont fait la guerre, ils ont fait les débarquements, ils ont fait toutes les campagnes, mais ils ne sont pas revenus avec des papiers. Tout leur papier a été jeté par les Français. Donc ça aussi, c'est un massacre aussi. Parce que quelqu'un qui a fait la guerre, qui revient chez lui, qui n'a pas de papier, ça aussi, c'est pas bon. Ils sont restés là, ils ont vu jusqu'à 80 et quelques années, ils sont morts sans trace. Ça aussi, c'est un massacre aussi. Voilà, merci. Merci. Donc, une troisième question derrière vous, là. Oui. Plus loin. Bonjour. Moi, je voulais poser une question sur les tirailleurs. Parce que souvent, on a l'impression que les tirailleurs sont seulement des victimes. C'est-à-dire souvent, on ne fait pas le lien entre la politique impériale française et le rôle que les tirailleurs ont joué. Merci. Alors, une dernière question. Oui, là-bas. Bonsoir. Bon, je voulais juste intervenir par rapport, pour le professeur Cissé, comme c'est en anglais, bien vrai que je comprends, mais je ne peux pas apporter grand-chose, hein, parce que c'est des textes qu'on peut écrire en anglais. Mais par contre, le professeur Mohamedou Moustapha Sow, moi, le problème, c'est la comparaison. Je pense que vous avez essayé de faire une comparaison entre ce qui s'est passé ou bien, c'est-à-dire votre approche là que je n'ai pas bien saisie. Est-ce une comparaison des événements qui se sont passés à Thiaroye 44 aux événements qui se sont passés en 1963? Est-ce une comparaison? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez, quel est le lien que vous voulez apporter par rapport aux deux incidents? C'était ma première question. Autre question, ça porte sur le professeur Masseron. Pourquoi la France change-t-elle de vision par rapport à sa coloniale? Parce que vous avez dit, la France a dit quand on voit maintenant la France a fait des colonies et la colonisation, ça pose problème. Maintenant, ce changement de situation-là, comme vous l'avez dit en 2024, est-ce c'est fort avec ce qui est en train de se passer en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, avec ces pays-là dont je ne veux pas nommer? Donc, pourquoi ce changement, ce visement de situation de la part de la France? Donc, ce sont juste les deux questions que je voulais poser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais demander aux intervenants de répondre aux questions et si, après, si les organisateurs m'autorisent à un deuxième round de questions, on fera un deuxième round. Mais, donc, à vous. Bon, merci. Je voudrais d'abord préciser que je ne fais pas de comparaison. Ça, je ne fais pas de comparaison entre Thiaroye et ce qui s'est passé en 1963. Ce que je veux juste, ce que je mets en débat, c'est ensemble de mettre en perspective, de voir comment la violence coloniale se perpétue en post-colonie. Nous sommes dans la post-colonie. OK? Alors, maintenant, quant à Nassir, vous-même, vous dites à Thiaroye, c'était une violence raciste. Moi, je ne suis pas dans ça. Pour moi, la violence, c'est la violence, d'autant plus que le résultat est le même. C'est des gens qui ont été tués à Thiaroye. Maintenant, qu'est-ce qui fonde l'acte? Ça, c'est autre chose. Je pense que celui qui a été tué à Thiaroye,
Mais c'est en décembre 63 aussi, c'est quelques vies humaines, c'est des vies humaines qui ont été tuées. Maintenant, est-ce qu'il y a du racisme ici? Il n'y a pas de racisme. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est de la violence. Je me limite à ce niveau-là en attendant de m'interroger sur ça. Je prends en compte la question de la propagande. Hein. Voyez, si vous voyez, d'ailleurs, tous les supports que j'ai utilisés, c'est vraiment des supports de propagande, que ce soit le texte du PAI, qui compare, qui montre que ce que Senghor a fait, c'est ce que la France a fait en 1944. Et ici, il dit que ce sont des Sénégalais qui se tuent entre eux. À partir de ce moment, c'est à nous aussi de réfléchir, de voir comment cette violence-là coloniale se reproduit, ou bien quelles sont les diverses manières de l'exercer et qui sont parfois aussi atroces. Hein? Oui. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, je suis à ce niveau-là. Je n'essaie pas pour le moment de comparer parce que c'est aussi une étude que je viens de démarrer. Je n'ai pas encore toutes les archives. Voilà. Donc, mais c'est amener le public qui est là aussi, qu'aussi il y a d'autres massacres, il y a d'autres formes de violence qui se sont produites pendant la période coloniale et qu'on vient d'interroger. On ne peut pas tous mettre le focal sur les violences coloniales. Non. Si nous sommes fondés à écrire notre histoire, il faut qu'elle soit écrite dans tous les sens et à l'interroger véritablement. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, là, moi, le fait que de dire rapidement c'est raciste, voilà. Bref, voilà ce que je veux dire. Ça, je sais qu'il aime beaucoup débattre. Nous allons continuer, nous allons discuter de ça. Voilà. Maintenant, pour l'autre, hein, c'est clair. Hein, je ne suis pas encore dans ça. Mais j'essaie de voir même dans la sémantique. Vous voyez, parce que vous voyez, à Thiaroye, en décembre 63, d'abord, les premiers mots de Senghor, ce sont des échauffourées, ce sont des incidents qui se sont produits. Au moins 17 morts. Certains parlent de 40. D'autres disent qu'il y a des charniers qui existent. Donc, vous voyez cela, vers où cela nous amène. On ne sait pas. Or, il y a des témoins qu'on n'a pas encore interrogés. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour cela que je ne dis pas que c'est comme Thiaroye, mais peut-être que les études que les recherches qui vont être faites permettront de nous dire à quel point cela a été véritablement une violence. Bref, voilà, je vous remercie. Hein. Merci. Oui, alors je réponds d'abord à la question qui m'était directement posée quand j'ai parlé de la résistance intérieure française entre 40 et 44. C'était donc une résistance qui a pris des formes armées de maquis, comme dans certains pays, comme l'Algérie ou le Cameroun ou la Tunisie, par exemple. Il y a eu des maquis pour l'indépendance et il y a eu dans cette période des maquis en France. Et ces résistants français de l'intérieur n'ont pas considéré que les maquisards des anciennes colonies, hein, qui luttaient aussi pour leur indépendance, avaient autant raison qu'eux. C'est ça que j'ai voulu montrer. Et deuxième chose à laquelle je voudrais réagir, monsieur me demandait pourquoi y aurait-il un changement en 2024 ? À mon avis, chaque pays est tiraillé entre des options contradictoires dans son histoire. Et le cas de la France est caractéristique de cela. C'est-à-dire qu'elle a été coloniale sous les rois, Louis XIII, Louis XIV, avec la pratique encouragée de la traite négrière, avec des compagnies d'État, hein, des compagnies des Indes occidentales, etc., qui étaient subventionnées, comme on le fait maintenant pour le pétrole. C'était l'industrie des esclaves. Bon, et ça a donné Gorée, etc. Et elle a été coloniale avant la Révolution française. En gros, elle a cessé de l'être à partir de la Révolution avec la proclamation des droits de l'homme. Bon, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré à peine 10 ans. Et après, Napoléon Ier a
recommencé à chercher des colonies un peu partout. Hein, et Napoléon III au Sénégal. Voilà, alors, pourquoi elle ne changerait pas aujourd'hui? Moi, je pense que dans l'histoire, les pays changent de politique, sont colonialistes, des pays européens l'ont été et ont cessé de l'être, hein, à telle ou telle époque, à telle ou telle date. Et la France devrait aujourd'hui cesser, non pas avec la colonisation directe, mais avec le système de la France-Afrique, comme on l'a appelé, c'est-à-dire, on dit oui aux indépendances, vous êtes indépendant, vous avez un président, mais c'est nous qui nous occupons de tout, l'économie, des troupes, des bases. Et ça, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Et ça a duré pendant 60 ans et c'est peut-être en train de se terminer. Parce que, vous le savez, ce qui se passe ici et autour. Hein. Et juste un mot sur les massacres. Vous aviez raison, monsieur, de dire que le massacre dont nous a parlé monsieur Mamadou Sow n'est pas un massacre colonial et raciste, qu'il était pratiqué par des forces sénégalaises, mais c'était un massacre quand même. Et quand on est victime d'un massacre, on dit « Oh ben non, mais on vous tue, mais c'est pas par racisme. » Est-ce que ça change quelque chose pour la victime? Il y a des massacres qui sont commis, y compris dans la période post-coloniale, par des régimes indépendants issus des indépendances, acquises de bon droit contre la colonisation, et à Brazzaville, à Conakry ou ailleurs, tuent des gens. Alors c'est pas des colonisateurs européens blancs, mais c'est des gens qui tuent d'autres. Et moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je prends la défense des victimes, quelles qu'elles soient. Vous me permettez juste de revenir. Vous voyez, en 50, si on voit bien, Thiaroye, les commémorations de Thiaroye ont commencé vers les années 50. Et j'ai observé dans les archives, surtout entre 59 et 60, 61, toutes les commémorations, ils appelaient à l'époque le pèlerinage de Thiaroye. Mais ces pèlerinages-là se soldaient par une répression, par des répressions. Et c'était or, c'était pour vraiment commémorer Thiaroye. Bon, voilà, c'est pour vous dire que vraiment, le débat est... Bon, alors les organisateurs m'ont autorisé à prendre 2 dernières questions à la condition qu'elles soient très brèves. Donc, une jeune fille qui dans le voudrait poser une question? Non, c'est derrière vous. Une jeune fille dans le fond. Bon, allez-y, allez-y. Allô. Oui, en fait, sur l'histoire de la violence, là, moi, je ne suis pas tellement. Moi, je pense que c'est un crime. Non seulement c'est un crime, mais c'est un crime raciste. On a le droit de cataloguer ce crime raciste. On ne va pas jouer au droit de l'homiste en voulant écarter le crime raciste en l'opposant à ce que c'est le crime qui est prioritaire. Non, c'est un crime. Et non seulement c'est un crime raciste. Deuxièmement, je reviens à vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse sur la France. Aujourd'hui, citez-moi quel est l'homme politique en France, dans l'Assemblée nationale, qui est contre le colonialisme, qui est contre aujourd'hui le néocolonialisme. À part LFI, qui est là, la plupart des hommes politiques sont là pour perpétuer. Prenez Macron. Macron n'est pas responsable de Foccart. Il n'est pas responsable de tout ce que les gaullistes ont fait. Il avait même promis de dire « je vais changer la situation lorsque je viens ». Il n'a rien changé du tout. Il en a profité. Macron a emmené plein de discussions avec des jeunes panafricains pour dire que moi, je vais rompre avec ce que faisaient les gaullistes. Mais il l'a fait autrement. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, on veut perpétuer ce système en préservant les intérêts de la France. Tous les hommes politiques sont pareils. Je suis en France depuis 35 ans, monsieur. Votre conception, tout à l'heure, on dirait qu'on était à la maternelle, vous nous apprenez à faire la différence entre un homme politique et un gouvernement. Mais non, mais vous rigolez ou quoi?
On n'attaque pas le peuple français, on dit que les gouvernements français sont des gouvernements colonialistes. Et donc, qu'il existe des divisions au sein du peuple français, c'est comme il en existe ici. On a des Macky Sall, on a des Sonko, et c'est normal. Par contre, celui qui dirige la politique et qui l'amène de façon inconséquente, c'est lui qui représente le pays. Or, jusqu'à présent, la plupart des gouvernements français, et tous ces gouvernements français, c'est des gouvernements colonialistes et néocolonialistes. Or, dans votre discours, vous voulez nous apprendre qu'il y a des Français vertueux. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Vous êtes à l'ouest. Ah, il y a une jeune fille là-bas. Une dernière question, tout au fond. Tout au fond. La dame tout au fond. Et ce sera vraiment la dernière question. Et puis, je vais retourner aux intervenants pour répondre à ces deux dernières questions. Bonjour. Je voulais savoir comment la France a-t-elle reconnu la contribution des tirailleurs sénégalais et sur quel acte on peut dire que voilà, la France a dit que les tirailleurs ont participé à la guerre et ils ont reconnu aussi la minuterie qu'ils ont fait et tout. Sur quelle base? Alors, oui. Dans la mesure où j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que la France a reconnu les droits des tirailleurs? Reposez-la un petit peu en d'autres termes, s'il vous plaît. Est-ce que la France, aujourd'hui, on peut dire que la France a dit, voilà, les tirailleurs sénégalais, eux, ils ont fait ceci et cela, et qu'on reconnaît que c'était un crime. Un crime, je sais pas. Un crime. Crime par les tirailleurs? Commis par les tirailleurs? Non, ce que les France ont fait par rapport aux tirailleurs, est-ce que c'est reconnu? Est-ce que sur les télévisions françaises, on peut dire que les tirailleurs ont été victimes d'une... Victimes d'un crime, d'accord, je comprends. Oui. Alors, la lettre que Emmanuel Macron, je ne sais pas si je peux me permettre de répondre dans la foulée, la lettre que Emmanuel Macron, il y a 2 ou 3 jours, a adressée au président du Sénégal, dit c'était un massacre. Donc c'est une forme de reconnaissance. Mais nous, historiens français, par exemple, contestataires du colonialisme, nous attendons davantage. Nous attendons un accès effectif, réel, aux archives, par exemple, et peut-être des indemnités, comme ça a été demandé ici ce matin. Donc c'est pas tout. C'est une reconnaissance partielle, moi je dirais. Je répondrai. Et pour dire un mot, si j'enchaîne par rapport à la question et l'objection de monsieur, les gouvernements français ont tous été colonialistes, oui, y compris les gouvernements républicains jusqu'aux indépendances, et après, ils ont continué à être dans une autre forme de colonisation, ce que j'ai appelé la France-Afrique, et de domination. Bon, donc d'accord pour la qualification des politiques. Emmanuel Macron avait l'air de dire le contraire en 2017. Bon, il a fait quelques petits gestes dans ce sens, dont la lettre d'il y a 3 jours. Mais moi, je n'ai pas une confiance totale dans le président de la République. Mais je terminerai en disant que 130 députés de l'Assemblée nationale française ont signé une demande d'une commission d'enquête parlementaire pour la vérité sur le massacre de Tiaroy. Et à mon avis, ça rejoint la démarche du Sénégal, expliquée par son président hier à Tiaroy. Donc, il y a quand même des choses différentes, des voix différentes dans la société française. Bon, merci à tous, merci aux intervenants. Et si nous pouvons donc terminer ce panel en remerciant, comme d'habitude, les intervenants qui ont fait des communications vraiment excellentes. Merci à vous.